Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour vous qui nous suivez en fait en direct depuis Nouméa et pour vous qui nous suivez en direct sur Zoom ou sur Facebook, tout d'abord, merci d'être ici. Merci d'être ici pour ce format qui est un petit peu particulier d'un vrai Ségur de la santé. Et merci de nous suivre sur un sujet qui nous a semblé éminemment important. Le sujet qu'on traite aujourd'hui est le sujet du juste soin sur une thématique qui est extrêmement difficile, qui consiste à dire que plutôt que de superposer les pratiques de soins, plutôt effectivement que d'être dans une approche qui ajoute des couches supplémentaires sans se poser la question de la pertinence de ce qui est déjà fait. Il doit y avoir d'autres voies et d'autres approches qui existent. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Imbert. Je ne suis pas du tout un praticien de la santé, mais je suis ingénieur de formation et je dirige une ONG qui a été mise en place en 1993 par Mikhaïl Gorbatchev suite au sommet de Rio en 92 pour essayer de travailler conjointement le fait de préserver l'environnement et le fait de travailler aussi pour une meilleure santé et de meilleures conditions de vie humaine. Et autour de la table physique et virtuelle, nous allons commencer par la table physique. Donc, vous voyez à ma gauche et à votre droite Georges-Olivier Carissimo, à qui je passe la parole. Bonjour à tous. Je voudrais déjà vous remercier de toute cet engagement pour la santé. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le système de santé est en perdition et qu'il est temps de bouger pour changer les choses. Après, moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'ai pensé les choses de façon dynamique pour proposer un nouveau cadre. Il me semble que vouloir changer le système sans vraiment le changer, en tout cas apporter des moyens au système sans le réfléchir et le penser complètement, serait une erreur. Donc, je pense qu'on fonctionne actuellement dans un cadre qui est trop étroit, qui est au bout de sa vie, en tout cas, qu'il a eu beaucoup de réussites et que les réussites ont eu des conséquences et qu'il faut changer ce cadre. Donc, ma proposition du juste soin, c'est vraiment de changer le cadre et de changer le principe organisateur du système pour que tout le monde puisse s'y retrouver, nous, les soignants, mais aussi nos malades. Je pense qu'on est tous en difficulté aujourd'hui. Nos malades se vont de moins en moins bien. Je pense qu'on dit tout suffisamment pour ne pas insister là-dessus. Et qu'en même temps, nous, soignants, on va aussi de moins en moins bien dans le système, ce qui pose problème. Donc, je pense qu'il est temps de changer le cadre. Et donc, le juste soin que je propose, c'est vraiment un nouveau cadre dans lequel on devra tous se positionner pour essayer d'améliorer les choses. Un grand merci et de coup, on va également donc présenter Lucie Coupé qui nous a rejoint aujourd'hui. Non, pas Lucie, Julie. Julie, pardon, toutes mes excuses, la honte m'empourpre. Je m'appelle Julie Coupé, du coup nouvellement, sage-femme libérale depuis 8 ans, sage-femme tout court depuis trop longtemps. Une grande utopiste aussi qui a envie d'améliorer les choses. J'ai vu le système hospitalier se dégrader pendant mes années hospitalières. Quand je vois 10 ans plus tard, c'est encore pire. Le collectif m'a motivée pour venir aider. Et c'est effectivement une très très bonne nouvelle et on a parlé beaucoup du collectif. On sait que dans le collectif, il y a une dynamique de terrain qui est importante et que nous ne sommes pas seuls dans cette salle, mais je laisse chacun libre de se présenter ou non s'il le ressent. Et par contre, nous avons donc aussi en ligne et je crois bientôt en images, Arnaud Chiche qui va nous dire aussi quelques mots. Et je crois que Arnaud, en plus, tu es sur le terrain en ce moment. Ouais, en image, si tu m'actives ma vidéo, Nicolas. Je suis présentable, mais je peux pas. Voilà, maintenant, ça doit être résolu. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Écoutez, oui, je suis sur le terrain. Enfin, sur le terrain,
sur mon lieu de travail. Merci Nouméa de vous mobiliser de cette manière. C'est à la fois un élargissement de perspective et puis à la fois on se connaît tous bien. Julie, Nicolas et monsieur Carissimo. J'écorche pas votre nom. Hein. Non, c'est ça, Carissimo. C'est ça, on a échangé. Donc, à la fois, vous êtes très loin et à la fois, on est tout près. On est tout près sur les objectifs qu'on aimerait atteindre ensemble. Et alors, j'ai vraiment beaucoup aimé votre introduction, Julie et au docteur Carissimo, parce que le juste soin, ça me donne vraiment envie de dire les justes missions du collectif Santé en danger. Évidemment, aujourd'hui, en lien avec la protection des écosystèmes, les justes missions de prévention, d'éducation, de développement durable, le juste soin. Depuis 3 semaines qu'on fait des auditions, on a beaucoup parlé, nous, de territoire de soins, le juste territoire. Effectivement, probablement que dans notre système de santé qui est un petit peu à révolutionner, il faut lui mettre une grosse dose de justesse. La juste rémunération des soignants, le juste soin aux patients qui doit être au centre. Voilà, la juste charge administrative. En vous écoutant, je m'amusais à décliner cette notion de justesse. Et le vrai Ségur de la santé, c'est des auditions qu'on a démarrées depuis 3 semaines maintenant. Et je suis vraiment extrêmement enthousiaste et extrêmement heureux de pouvoir faire aujourd'hui avec vous cette diagonale, tracer cette diagonale un peu folle grâce à Nicolas. Mais Nicolas, comme il me l'explique depuis toujours, il n'y a pas tellement de limites finalement dans ce qu'on veut faire. Donc, beaucoup de joie et de plaisir d'être avec vous ce matin. Merci Arnaud. Moi, j'en profite pour te féliciter. C'est vraiment super cette mobilisation et je suis vraiment content d'avoir fait ta connaissance à cette occasion. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser, toi venant ou moi en métropole, on verra bien. Mais j'ai presque plus rien à dire finalement. Effectivement, la justesse de tout ce qu'on porte doit être au centre de nos préoccupations. Et s'intéresser aux patients et à leurs projets et faire de la médecine pour et avec eux, ça me paraît être l'essentiel. Il faut que le système permette que chacun d'entre nous puisse le faire dans de bonnes conditions. Oui, alors j'aimerais vraiment vous entendre après, bien sûr. Je trouve que ce serait une belle introduction de vous entendre sur les problématiques peut-être locales et régionales qui sont les vôtres à Nouméa. Mais c'est vrai que le juste soin, le juste territoire, ça nous met tellement aussi en lien avec les déserts médicaux qu'on peut rencontrer en métropole. Je ne sais pas si vous avez cette problématique-là sur votre territoire, mais vraiment une thématique qui explose un peu dans les préoccupations et dans les priorités, c'est la justice du soin, c'est-à-dire permettre à chaque administré, d'où qu'il soit, à partir du moment où il appartient où il est sur un territoire français, on va dire, tout le monde doit pouvoir avoir accès aux soins. Et finalement, on aborde le système de santé sous plein d'angles, financiers, économiques, d'organisation, de gouvernance. Mais je crois que la manière dont vous avez commencé ce propos ce matin, c'est mettre le patient au centre. Et quand on met le patient au centre, c'est à nous de nous adapter. C'est à toute l'organisation autour de nous adapter et de permettre de lui apporter le soin, qu'il soit à Nouméa, à Madagascar, en banlieue parisienne ou dans la Creuse. Voilà. Donc, le plaisir est pour moi. Le plaisir est pour moi. Et justement, il y a un point qui va nous permettre de rentrer très, très vite dans le sujet. C'est cette question de qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être expérimenté et comment on peut changer. Et quand on a préparé cette discussion, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient une certaine lourdeur en métropole et que peut-être qu'on peut profiter de l'insularité, de la distance, en se disant, ici, on peut tenter quelque chose. Mais il y a un point qui, je crois, est un point commun et on peut peut-être commencer là-dessus, c'est la question de qu'est-ce qu'il est possible de tenter et quelle est la liberté finalement d'action qui est laissée aux praticiens de santé pour écouter, pour se remettre en phase avec leurs patients.
Et on avait parlé notamment en phase de préparation et avec Julie et avec Olivier de ces points, c'est que le système actuel est basé sur un contrôle a priori avec un médecin généraliste qui pourrait, qui devrait, qui vraisemblablement a les moyens d'être en responsabilité, mais qui au final est en quelque sorte un ouvrier spécialisé du soin et pas forcément un opérateur stratégique du soin. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à changer cette donne et quel est le champ des possibles qui serait possible d'éclairer, peut-être Olivier dans un premier temps et Julie dans un second temps? Alors, bon, on peut parler de la Calédonie. Bon, ce qu'il faut déjà dire, c'est que le système de soins calédonien, par capillarité avec la métropole, fonctionne de la même façon. Donc, il en a eu les avantages pendant assez longtemps, c'est-à-dire qu'il y a eu des réussites et on a mieux soigné les gens et on a créé petit à petit beaucoup de chronicité qui aujourd'hui pose problème au système. Et donc, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que l'argent qu'on met aujourd'hui et qu'on essaye de développer de la même façon qu'avant, quand c'était beaucoup de pathologies aiguës guérissables, on va dire ça comme ça, se dilue aujourd'hui et est mal utilisé parce qu'on a créé beaucoup de pathologies chroniques qu'on a beaucoup de mal à suivre sur la distance. Et l'organisation du système, effectivement, est faite sur l'idée du bon soin. L'idée du bon soin, c'est qu'en fait, pour chaque maladie, existe une solution, une thérapeutique, et que cette thérapeutique est définie par le diagnostic qu'on a posé. Ce qui entraîne beaucoup d'évaluations, beaucoup d'examens, beaucoup de validations pour entrer dans tel ou tel critère de soins, dans telle filière de soins, qui au final est de l'argent souvent un peu perdu et un peu gaspillé, qu'on ne va pas retrouver dans le suivi et accompagnement de la chronicité qu'on aura ainsi créée. Et effectivement, ce que tu dis, c'est que tout le système est construit là-dessus. Et donc, on a effectivement un contrôle a priori, c'est-à-dire que pour valider un traitement aujourd'hui, on est tous obligés de remplir un certain nombre de critères. Pour prescrire des compléments alimentaires, pour parler de choses simples, il faut un certain nombre de critères d'albumine, de poids, etc., etc. Et sans ce moment clé, cette phase clé qui demande déjà beaucoup d'argent, on va être contraint de prescrire ou de ne pas prescrire. Et donc ça pose des problèmes parce que le soin, c'est d'abord une dynamique. Et les gens sont dans une évolutivité permanente et on est tout à fait capable, quand on suit les patients de près, pour revenir sur l'alimentation, effectivement, de savoir que l'albumine va descendre. Et donc, il serait plus intéressant de pouvoir prescrire avant le constat de la dénutrition ce qu'il faut pour éviter cette dénutrition. C'est un exemple assez simple, mais qui parle assez pour dire les inconvénients de la prescription, enfin du contrôle a priori. Donc on a là des sages-femmes, elles ont parlé tout à l'heure, effectivement du contrôle CAFAT, c'est qu'effectivement pour poser un acte, pour poser un soin, vous êtes obligé de justifier sur des critères qui sont normatifs. Et la santé est de moins en moins normative parce que les gens sont de plus en plus individualisés, ils ont chacun des pathologies les unes à côté des autres. Et du coup, ça devient extrêmement compliqué de soigner dans ces conditions. On a tendance effectivement à trouver des critères multipliés les uns à côté des autres pour pouvoir faire un soin. Donc l'idée, l'intérêt, ce serait de passer à un contrôle a posteriori, c'est-à-dire d'être en capacité de juger de la pertinence du soin sur le cheminement qu'a pu faire le médecin. Ça demande beaucoup de changements dans l'organisation, notamment ça demande un système d'information qui permette ça, et ça demande des contraintes particulières pour le médecin, mais qui ne sont pas rédhibitoires. Ça le met en condition de suivre et de poser un soin pour et avec le patient, ce qu'on disait au début, et il faut toujours revenir là-dessus. Mais pour pouvoir poser un soin pour et avec le patient, on ne peut pas le faire a priori. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire sur des critères définis par avance. Il faut le faire sur un objectif qu'on aura défini, ce qui permet à ce moment-là de poser le soin dans une dynamique énoncée. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir l'énoncer et du coup, que le contrôle, puisque contrôle il doit y avoir, on est bien d'accord là-dessus, puisse se faire sur la décision responsable du médecin et du suivi qu'il va poser.
Je ne sais pas si je suis clair. Justement, Julie, je pense que par rapport à l'individualisation des expériences que tu as avec les femmes que tu suis, c'est peut-être des choses où tu te retrouves totalement. Ah, mais complètement. Mais là, la problématique que Valérie soulevait tout à l'heure, c'est que, tu vois, au début de la pandémie, là, début septembre de l'année dernière, donc on n'avait pas encore tous les tenants et les aboutissants sur les effets sur les femmes enceintes, le risque pour le fœtus et ainsi de suite. Comme c'était le variant Delta en prime qui était sur le territoire, il a été demandé qu'il y ait des surveillances particulières, notamment en hôpital, pour les femmes enceintes qui étaient à risque, parce qu'on a quand même une population aussi diabétique et d'obèses qui sont quand même assez importantes. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté avec des sages-femmes qui ont fait ce suivi et qui ne sont pas rémunérées. Parce que le contrôle médical a décidé que ce n'était pas médicalement justifié. Donc, je pose la question encore, à quel moment une administration telle que la CAFA, toute la Sécu en France, peut se porter au-dessus d'une prescription médicale, avec les données de l'époque qu'on avait. C'est un premier temps. Et avec, j'imagine, en plus, toutes les limitations liées au fait de devoir prendre les polypathologies dans un temps très limité, avec des patients qui ne viennent pas pour ça au départ. Aussi. Après, à notre niveau, nous, en obstétrique et en suivi de grossesse, pour les sages-femmes libérales, c'est quelque chose qu'on demande depuis un moment, mais qui est une demande qui est faite en métropole aussi, c'est d'être praticien, je mets des guillemets, de premier recours. Oui. Nous, on est réputé quand même pour être les gardiennes de la physiologie, les signes des grossesses, on s'occupe de lancer l'alerte quand il y a quelque chose qui ne va pas. On se retrouve buté, là, tu vois, face à une administration qui a décidé que non. Et un autre sujet qu'on entend très très vite être mis en avant, c'est la question de bien faire la différence entre les différents thèmes du médico-social et peut-être d'avoir un apport qui soit avant tout un apport d'une relation d'un humain à un humain et pas effectivement d'un praticien à une pathologie caractérisée. Complètement. Et nous, dans l'exercice libéral, ça se revoit, ça se retrouve beaucoup plus, parce que moi, j'ai fait 10 ans d'hôpital avant, ça fait 8 ans maintenant que j'ai le cabinet. On a un suivi sur le long terme aujourd'hui avec nos patientes. On essaye d'avoir plutôt une prise en charge globale. Tu vois, on est sur du suivi gynéco, pédiatrique, rééducation périnéale, contraception, prévention. Et ben, sauf qu'on a un peu les pieds et poings liés, on ne peut pas toujours tout faire parce que c'est toujours des histoires de dépenses de santé. Est-ce qu'un jour on comprendra que de faire de la prévention, ça coûte moins cher que de… Et alors, justement, on a l'abattement et on connaît aussi les difficultés humaines, la lassitude d'une partie des praticiens. On a la question de la rémunération et, j'allais dire, de la sanction a posteriori qui arrive de plus en plus régulièrement. Mais qu'est-ce qui fait que les gens tiennent? La foi, mon ami, la foi. Oui. Parce que sinon on lâche, il reste qui après? Et comment est-ce qu'on fait pour passer justement maintenant de la foi au chemin qui, au final, vous anime et nous anime quotidiennement autour du collectif, et de se dire que si on est là, c'est aussi pour participer et tenter modestement de construire quelque chose qui fait bouger vers un autre possible. Moi, je m'y suis retrouvée complètement dans le collectif. Effectivement, je suis passée par le burn-out hospitalier comme beaucoup de gens, la dépression qui va derrière, les questions de remise en question, de reconversion professionnelle et tout. Mais toute seule dans ton coin, tu fais quoi? Ça. Corporation par corporation, tu fais quoi? Il n'y a rien qui bouge depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc finalement, réunir tout le monde, réfléchir ensemble, et puis arrêter de critiquer et puis construire, quoi. Bien, on l'a constaté. Alors là, on repasse, et c'est tout l'avantage du débat aujourd'hui, d'un sujet sur lequel, effectivement, on a un zoom sur la naissance et puis des choses qui peuvent être dites, en particulier sur la dépendance et sur le grand âge. Mais je crois que dans ce que tu décris et dans le modèle que tu proposes dans ton ouvrage Le Juste Soin, on va au final assez loin sur des approches de type solvabilisation de la dépendance pour avoir des propositions sur la table qui sont structurées et qui peuvent marcher demain. Alors là, pour aller plus loin, déjà, je voudrais dire, tout ce qui nous fait tenir, c'est la passion, c'est l'envie, c'est nos malades. C'est-à-dire qu'on voit bien que nos malades sont de moins en moins bien soignés, que le système nous demande beaucoup de travail. C'est ça qui nous motive et on a envie de pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour nos malades. Enfin, aujourd'hui, on est contraint, on se bat contre le système pour bien soigner. Donc, je pense que tout le monde vit ça et que c'est finalement très pénible.
Là, tu évoques la question des dépendances. C'est tout le problème du médico-social qui, effectivement, fait partie du cadre de la santé. Moi, je vois la santé, je pense que le collectif le voit comme ça. Ce n'est pas uniquement des actes de soins, ce n'est pas uniquement le pansement qui est fait. C'est effectivement toute la personne dans son écologie, c'est-à-dire dans son milieu de vie, dans sa façon de vivre. Et donc, le soin doit être porté jusque là-bas, et ce qui, effectivement, touche le médico-social. Donc, je pense que dans le nouveau cadre que l'on devrait bâtir, en tout cas que je propose de bâtir, la question du médico-social doit être posée comme faisant partie de la santé. Et qu'on fasse sauter le secteur médico-social, qui est en fait un troisième secteur qui fait obstacle entre la santé et le social, et qui finalement est un peu là sans qu'on comprenne bien pourquoi, ce qui est quelque part une particularité française d'ailleurs. Et je pense qu'il faudrait vraiment repenser la santé dans le nouveau cadre que je propose, avec un médico-social qui soit construit en entier et en continuité. Ce qui veut dire qu'effectivement, bon, quand on est à domicile, quand on fait de la proximité, le médico-social se joue là. Je pense qu'il faut vraiment suivre les dépendances, les personnes qui souffrent de dépendance au niveau local, au niveau le plus près possible de la personne. Je pense par exemple que le niveau communal est bien plus adapté que le niveau départemental pour parler du médico-social tel qu'il est construit aujourd'hui, et ce qui devrait permettre d'être vraiment plus près des personnes. Alors effectivement, j'évoque dans mon livre la solvabilisation des dépendances, qui effectivement est un système qui a été inventé par des gériatres dans les années 80, au moment où on a mis en place le GIR, le système GIR, etc., et qui était l'idée d'avoir une somme disponible pour les personnes, un droit de tirage, si j'ose dire, qui permettait de mettre en place toutes les aides nécessaires autour de la personne, sous la forme d'une coordination autour de la personne, sans avoir de contraintes de bon, pour une chaise roulante, il faut ceci, pour un lit, il faut cela, voilà, d'avoir un droit de tirage qui permettait de construire, qui aurait permis, pardon, de construire quelque chose pour et avec le patient. Bon, malheureusement, comme d'habitude, le système a tourné les choses, c'est-à-dire qu'on a créé le GIR et on a créé des contraintes et des critères qui sont encore des phases évaluatives, qui fait que les personnes malades, pour avoir droit à certaines aides, doivent avoir certains critères. Enfin, on retombe toujours sur ce travers d'obliger tous les soignants ou toutes les assistantes sociales ou les sages-femmes à justifier de façon administrative d'un besoin qui pourtant sur le terrain est évident pour la personne. Effectivement, entre choisir à une aide, bon, voilà, oui. Non, je crois que Arnaud souhaitait réagir, oui. Et que c'est un discours effectivement qui aujourd'hui parle énormément. Oui, j'écoute avec beaucoup d'attention, puis je prends des notes. Alors, juste je pense que ce qui fait tenir les professionnels aujourd'hui, Julien en a un petit peu parlé, c'est le fait de se réunir, de savoir qu'en fait, il y a une instance qui essaye de regrouper des gens. Cette instance qui a permis beaucoup, qui a d'abord été un espace de témoignage des difficultés, que nous, on a transformé parce qu'on était bien entouré et bien structuré dans le collectif par « ne vous inquiétez pas, on va prendre les solutions, on va les mettre bien et on va les porter à ceux qui organisent le soin ». Donc ça, c'était pour répondre à qu'est-ce qui nous fait tenir. Moi, ce qui me fait tenir, c'est qu'en fait, l'expertise des expériences de terrain, et on en a 2 très bons exemples aujourd'hui, moi, je trouve ça très sympa à écouter, mais ce qui m'intéresse, c'est de l'appliquer. Alors, d'autant plus que notre réflexion évolue au fur et à mesure des auditions du Ségur de la santé. Et il y a quelque chose, Nicolas, et Olivier et Julie, qui est absolument fondamental et qui ressort très nettement dans l'écoute et les auditions d'experts, c'est qu'en fait, le domaine de la santé à organiser ne fait pas bon ménage avec politique et vision administrative. Et à la fin de son intervention, Olivier vient de le démontrer. Quand lui, il parle d'une coordination autour du soignant, on lui a répondu grille d'évaluation. Et donc là, ça, c'est absolument fondamental. Je m'autoriserai presque aujourd'hui avec vous à parler d'un objectif presque de dépolitisation de la santé, de désadministration de la santé. Pourtant, attention, on a besoin d'administratif. Hier, on a fait une audition passionnante avec un ancien directeur d'ESPIC, qui était mon directeur. Pendant la première vague Covid, je peux vous dire que s'il n'avait pas été là, ça aurait été la catastrophe. On a besoin d'eux. Mais la vision globale à appliquer aux soins,
et à l'organisation du soin à la personne ne peut plus se faire, je pense, avec une approche politico-administrative. Ça n'est pas possible, pour plein de raisons. Ça, je voulais vous dire ça. Ensuite, alors, il faut être pragmatique. Et moi, j'ai envie de dire à Olivier, j'ai envie de vous poser à Olivier et Julie deux questions. Une première petite question, on converge. Vous apportez un regard très, très innovant sur la vision du soin, mais globalement, on converge. À mon avis, une des convergences quand même, il y a trois choses que je voulais vous dire. D'abord, effectivement, les séparations, elles sont complètement obsolètes. Pourquoi mettre le médico-social à côté du curatif? C'est un peu comme ça que c'est fait aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puisqu'en plus, ça permet parfois de faire des choses pour l'hôpital, le curatif, et d'oublier le médico-social. Le Ségur de la santé en est un bon exemple. C'est bien la preuve que quand on a une vision politique administrative appliquée au système de santé, on fait n'importe quoi. Donc, la séparation est obsolète. Quand même, il me semble, à vous écouter tous les deux, que quel que soit le projet, les ratios, l'apport de personnel sera indispensable à l'hôpital, dans le médico-social, dans la coordination future de la prise en charge du patient. Il faut du monde. Il faut du monde. Il faut donc de l'attractivité. L'attractivité, nous, on pense que ça passera par des ratios, c'est-à-dire plafonner un nombre de patients dont s'occupent les paramédicaux notamment. Donc, je voudrais votre avis à tous les deux là-dessus. Bon, je sais que les sages-femmes sont quand même aussi très à cheval là-dessus. Je voudrais ton avis, Olivier, si je me permets de te tutoyer. Et enfin, dernière question, Olivier. Il faut le faire. Il faut essayer. Et là, il y a une idée qui émerge d'audition faite avec, je crois que Nicolas était là, peut-être pas, de vision de chefs d'entreprise qui disent, nous, quand on a une idée appliquée à une usine, on crée une usine laboratoire. Pourquoi pas alors faire un hôpital, un centre de santé laboratoire à Nouméa ou en métropole, je ne sais pas, et dans lequel on ferait un hôpital porté par la prévention, l'éducation, la coordination, le médico-social, le lien avec la protection des écosystèmes et le juste soin. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, je vais répondre à la deuxième question. Moi, c'est effectivement mon souhait le plus cher. J'avais imaginé, il y a déjà quelques années, pouvoir le faire en Nouvelle-Calédonie, où effectivement, le gros avantage de la Calédonie, c'est de disposer de tous les ressorts juridiques, administratifs pour la santé et d'être capable de justement changer les textes, changer la façon de procéder. Donc, c'était peut-être un peu trop ambitieux pour moi et pour le territoire. Mais c'était effectivement de pouvoir, sur un territoire, avec un hôpital, penser justement ce cadre nouveau, de façon que chacun puisse s'inscrire dans ce cadre nouveau. Alors après, moi, je suis partant. S'il y a un département en France qui se sent d'attaque pour le faire, j'y vais tout de suite. Mais voilà, alors je pense que ça ne peut pas partir d'un hôpital, parce que je suis vraiment résolument contre l'hospitalocentrisme, qui est déjà fort développé et fort dévastateur. Donc, je pense qu'il faut parler d'un territoire. Et sur ce territoire, bien sûr, avec un hôpital, que chacun puisse se repositionner. Ça me permet de répondre du coup à ta première question concernant les ratios. Je pense que oui, il faudra mettre de l'argent sur la table. Après, est-ce que l'offre de soins telle qu'elle est construite aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que les catégories de chacun des personnels est adaptée à la réponse à fournir? Je n'en suis pas sûr. Donc, je pense qu'il faudrait réfléchir plus loin sur le qui fait quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque profession a un apport particulier en termes d'offre de soins. Est-ce que c'est la bonne définition? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut continuer? Je n'en suis pas certain. Pour prendre un exemple le plus simple, un médecin généraliste aujourd'hui, il fait, on va dire, sans mépris du tout. Ils font ce pourquoi ils sont payés, c'est-à-dire de la bobologie, c'est-à-dire ils font des actes de soins assez répétés, alors que je pense que leur véritable travail, ce serait de faire de la stratégie de santé, c'est-à-dire de conduire une équipe autour du patient pour récupérer de la santé et maintenir la santé. Une équipe étant au sens large des infirmières, des aides-soignantes, des sages-femmes, des kinés, des aides à domicile, des assistantes sociales, etc.
ce qui est assez banal pour un médecin de travailler avec un réseau. En général, ils ont déjà leur réseau. Sauf qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement, l'organisation telle qu'elle est posée aujourd'hui, ne leur permet pas de le faire concrètement et justement ce que tu disais, concrètement, enfin, dans les faits pour le patient. Et qu'en même temps, ils sont de moins en moins payés pour faire ce travail-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont payés sur des actes qui sont très courts finalement. Enfin, en tout cas, ce qu'on leur donne, ça les invite à ne pas durer trop longtemps. Une consultation de médecin généraliste aujourd'hui qui pourrait durer 1 heure n'est absolument pas rentable, donc ils ne le font pas. Enfin, voilà. Donc je pense qu'au-delà des ratios, il faudrait aller plus loin et redéfinir vraiment l'offre de soins pour que chaque agent de santé, au sens très large du terme, puisse trouver sa place dans ce nouveau cadre avec effectivement une rémunération qui corresponde à ce qu'on lui demande et à ce qu'il doit faire en termes de temps et en termes de qualification. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient… Bon, enfin, moi, je suis très, très pour les infirmières, par exemple, en pratique avancée, pour les kinés en pratique avancée. Enfin, je pense qu'il y a un gisement de savoir-faire, de compétences qui aujourd'hui est absolument laissé en friche. Et donc, je pense qu'il faudrait payer les gens effectivement différemment et repenser non seulement les ratios, mais effectivement l'offre de soins dans sa globalité. Je crois que ça te faisait réagir, Arnaud. Oui, c'était un peu provoque, mais Olivier, Julie et Nicolas, est-ce que vous vous souvenez, quand le monde de la santé s'est absolument insurgé au début de la crise sanitaire, quand Macron a dit « l'hôpital, ça n'est pas un problème de moyens, c'est surtout un problème d'organisation ». J'ai un peu honte de le dire, mais je dois avouer qu'après 3 semaines d'audition, je crois qu'il a au moins en partie raison. Il manque des moyens, mais il y a un gros problème d'organisation dans notre système de santé. Alors, ça veut dire qu'on est tous devenus des macronistes? Non, ça veut dire que ce n'est pas un problème d'organisation des soignants, mais de tout l'administratif et de la logistique qui va autour. Nous, on sait s'organiser. Mais l'avantage, quand on connaît un problème d'administration, c'est que le diagnostic est déjà une première étape qui permet d'avancer sur la bonne solution. Ensuite, est-ce qu'on a tous ou pas la vision de l'organisation à terme, celle qu'on voudrait, celle dont on rêverait? Peut-être. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous la vision de par où il faut commencer, quelle est la première marche qui permet de bouger. Alors, moi, je pense qu'il a raison. Effectivement, bon, il faudra des moyens, et ça, je pense qu'il ne faut pas… Mais il y a effectivement un problème d'organisation. Le problème, c'est que quand il dit ça, il ne dit pas où est le problème d'organisation. Et on a l'impression qu'il passe à côté du problème, justement. Moi, je pense que fondamentalement, l'hôpital est organisé pour des raisons historiques, pour des raisons de réussite ultérieures qui sont plus aujourd'hui opérationnelles, mais par filière et par parcours de soins, par exemple. Alors, je pense qu'une filière de soins, un service spécialisé aujourd'hui, un service d'organes, un service de gastro, un service de… Voilà, a une utilité à un certain niveau, mais ne répond pas à la demande de tous les gens qui se présentent, par exemple, aux urgences. Et donc, travailler en filière, c'est continuer à penser que les gens souffrent de monopathologie, ce qui n'est de moins en moins le cas. Et donc, le problème crucial qui se pose à l'ensemble du système de santé, c'est la prise en charge des polypathologies chroniques invalidantes qu'on a créées nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on soigne bien les gens, donc effectivement, l'insuffisance cardiaque est devenue chronique, l'AVC ne meurt pas, donc voilà, etc., etc. Et les gens vivent de plus en plus vieux, donc ont des pathologies liées au vieillissement. Ce qui en soi pose un problème fondamental d'organisation. Effectivement, il a raison. Mais là où il faut le coincer, si j'ose dire, enfin lui mettre parce que voilà, lui mettre le nez dedans, c'est qu'il arrive à comprendre que effectivement, ce qui pose problème, c'est cette organisation en filière de monopathologie. Et je pense que c'est ça qu'il faut remettre en question d'une façon ou d'une autre, de façon à ce que les patients qui arrivent aux urgences avec 3-4 pathologies puissent quand même trouver place à l'hôpital et ne soient pas forcément rejetés comme cas social ou comme potentiel bed bloqueur ou que sais-je encore. Voilà. Je pense qu'on voilà, on connaît tout ça dans les hôpitaux. On décrit, il y a des bed bloqueurs ou des cas sociaux, des cas SOS, comme on dit si gentiment. Mais en fait, les bed bloqueurs, c'est surtout des gens bloqués. C'est eux qui sont bloqués. Donc certes, ils bloquent le système, mais avant tout, c'est eux qui sont bloqués parce que c'est pour ces gens-là qu'on ne trouve pas de solution. C'est des gens dont personne ne veut, ils sont trop compliqués, trop coûteux,
et du coup, ils ne trouvent pas et ils bloquent là où ils sont. Donc, je pense que s'il y a une réflexion à mener en termes d'organisation dans les établissements, c'est vraiment fondamentalement comment faire en sorte que les patients présentant plusieurs pathologies en même temps puissent être considérés et correctement soignés. Voilà. Si vous arrivez aux urgences avec une insuffisance cardiaque et un Alzheimer et de l'arthrose, voilà, ça va être très compliqué pour le service de cardiologie s'il récupère parce que les mobilités, ce sera ingérable, parce qu'il y aura des troubles du comportement. Si vous le mettez en psychiatrie parce qu'il y a des troubles du comportement, l'insuffisance cardiaque ne sera pas prise en charge, etc., etc. Et de plus en plus de cas de cette nature-là sont présents dans le système, à l'hôpital, mais aussi en ville où effectivement le médico-social étant et le suivi accompagnement étant totalement abandonné, laisse ces gens-là complètement dépourvus de tout, d'abord de médecins et puis de prise en charge ne serait-ce que basique. Et en disant ça, on est déjà dans le domaine de la médecine curative, où au final, effectivement, on intervient en mode pompier, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être anticipées sur la prévention, sur la santé publique, sur le sanitaire, sur d'autres disciplines en amont. Tout à fait. Après, là, c'est aussi le problème du suivi accompagnement. Je pense qu'on ne fait pas de dépistage et qu'on ne fait pas de prévention quand on n'est pas auprès des personnes. Donc, ça doit être organisé. Enfin, pour moi, c'est un des rôles du médecin généraliste à développer et à payer aussi et à financer, c'est-à-dire, ou d'autres que le médecin généraliste d'ailleurs, mais voilà, être auprès des gens là où ils vivent. Enfin, on voit ça en Calédonie. Effectivement, un diabète à Nouméa, c'est pas pareil que dans la chaîne. Ça peut pas se suivre de la même façon. La prévention peut pas se faire de la même façon. Et donc, il faut être adaptatif. Et sinon, on fait que de la prévention de communication. Alors, on fait un dépistage pour ceci ou pour cela une fois de temps en temps. On a dépisté un certain nombre de personnes, généralement dans les populations déjà concernées. Et donc, en fait, on passe à côté du problème, mais on est content, on a fait une communication, on a fait soi-disant du dépistage et de la prévention, ce qui en fait n'est jamais le cas. Donc, je pense qu'il faut revenir au terrain, revenir avec des gens en capacité de suivre et d'accompagner l'ensemble des malades. Et c'est là qu'on pourra vraiment faire de la prévention, de l'éducation thérapeutique et du dépistage là où il doit être fait. En fait, c'est repenser l'offre de soins dans sa globalité. J'ai une remarque très béotienne par rapport à ça, mais c'est peut-être l'avantage de ne pas être un professionnel de la santé, c'est que je me rends compte que les outils d'intelligence artificielle et de big data qu'on a dans notre monde de tous les jours, c'est-à-dire quand j'allume Google le matin, il y a des fois où il me dit que c'est vraiment le bon moment de perdre du poids, de me mettre au poisson, de retravailler sur la qualité de mon sommeil. Et quand je compare ça avec les restrictions qui s'opposent à une politique de données communes dans le monde du soin et le peu d'outils, j'allais dire, pour faire du semi-prédictif ou pour aller chercher des choses, je suis étonné. Est-ce qu'au final, on va laisser les fabricants de montres intelligentes grand public être plus malins dans l'identification et la prévention vis-à-vis de certaines pathologies que ce qu'on pourrait faire dans une relation de confiance avec un professionnel de santé? Alors, voilà, je pense qu'ils ne seront pas plus malins, ça c'est sûr. Aujourd'hui, malheureusement, on utilise, après, voilà, ça existe, c'est bien, enfin, c'est du commerce, hein. Voilà, ça peut faire plaisir, ça peut aider. Je pense qu'on peut difficilement appeler ça de la santé, au sens vrai du terme. Le problème des data, c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, les systèmes informatiques, notamment dans les hôpitaux et dans les établissements, sont surtout faits pour nourrir les datas, soit souvent des administratifs qui ont besoin de renseignements pour pouvoir piloter, comme ils disent, l'établissement, et donc les médecins, les différents soignants qui interviennent sur le dossier, en fait, nourrissent le dossier et remplissent des datas. Ils font de la saisie informatique et on leur dit que c'est très bien ce qu'ils font, que c'est très utile, etc. Mais ils n'ont aucun retour pratique en termes de soins. Donc, le dossier informatique et le système d'information au sens large, devrait être là aussi dans un nouveau cadre, repensé complètement et être au service du soignant, lui permettre d'avoir accès à ce dont il a besoin au moment où il va prendre sa décision, plutôt que d'être un système de récupération de data utilisée, alors peut-être par des grands centres de recherche médicale, et ça, pourquoi pas, je veux dire, ça me choque pas, et peut-être ça doit être fait, mais en tout cas, le temps d'administration, le temps pour justifier justement de ses coûts de fonctionnement,
enfin, le temps qu'on passe à ça, pour un praticien lambda, enfin, vous savez tous ça, hein, on y passe tous une demi-journée par semaine. Bon. Donc après, on vient nous dire qu'il n'y a pas assez de médecins, mais on leur donne des tâches qui ne sont pas du tout médicales et des tâches qui, en plus de ça, ne leur rapportent rien. C'est-à-dire que ça ne les aide pas à fonctionner. C'est ça qui est perturbant. Mais C'est qu'au final, énorme. c'est un vase à sens unique dans lequel on déverse des choses sans que ça puisse être un point d'appui pour aller plus loin, pour chercher les choses plus vite, Voilà. pour éventuellement gagner énormément en temps d'analyse, voire en doublon, en triplette ou en je ne sais quoi, pour aller effectivement chercher à multiplier les analyses non historisées. Exactement. Quelqu'un qui rentre à l'hôpital, voilà, on va refaire le bilan qui a été fait 2 jours avant en ville. Enfin, voilà, on ne le sait pas, on n'a même pas l'information que ça a été fait. Donc, après, on imagine toujours des choses très compliquées en système d'information. Je pense qu'on se trompe, hein. Il suffit aux praticiens de savoir ce qui a été fait les mois, voilà, les semaines et les mois précédents, et puis d'aller chercher l'information. Une fois qu'il sait, il va chercher l'information là où elle est. Je pense qu'on fait des choses beaucoup trop compliquées et beaucoup trop administratives, justement, qui en fait perturbent le soin et alourdissent le soin de façon indue. Justement, on a une question, plusieurs questions qui arrivent sur le forum sur les plateformes territoriales lapsus. Sur les plateformes territoriales d'appui, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'innovation? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis maintenant un petit peu loin de la métropole pour les critiquer. Bon, voilà, j'y suis pas de très près, mais j'ai participé à la création de certaines d'entre elles. Après, c'est toujours la même chose. C'est des expérimentations. Au début, quand il y a un chevalier blanc, ça marche bien, ça rapporte. Et une fois qu'on l'a administré, en fait, ça marche beaucoup moins bien. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on perd la souplesse dès qu'on en fait un système de règles, de coordination obligatoire. Et comme d'habitude, mais là, c'est un mythe, le mythe du bon soin dont j'ai parlé au début. C'est-à-dire que systématiquement, on revient à la norme et à l'application d'une norme pour juger de la pertinence. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre la pertinence normative. Je pense que le système de pertinence normative a gagné l'ensemble du système de santé, à la fois au niveau du soin, à la fois au niveau du médico-social, et que quoi qu'il arrive, chaque pertinence, voilà, pour décider qu'un acte est pertinent, donc financé, remboursé, etc., on est obligé de fournir des critères a priori. Et donc, les coordinations telles qu'elles ont été pensées dans les plateformes territoriales d'appui, effectivement, elles reprennent ce processus et ce travers, je dirais presque inhérent, enfin, auquel on ne peut pas échapper dans le système tel qu'il est aujourd'hui. Je pense que le principe organisateur produit systématiquement ce travers administratif et finalement détruit toutes les bonnes idées qu'il peut y avoir. On a un autre sujet sur lequel on n'est pas allé jusqu'à maintenant, mais sur lequel le forum de discussion nous incite à aller très loin, c'est la question de l'éducation à la santé. À la fois avec une démarche de programme éducation à la santé où on n'est pas uniquement dans une sensibilisation par-ci par-là d'une manière un petit peu décousue, sans forcément qu'il y ait une cohérence ni territoriale ni dans le parcours des différentes personnes. Le fait aussi de différencier ce qui peut relever de l'éducation thérapeutique, de ce qui peut relever aussi d'une mise en responsabilité, mais aussi d'une mise en connaissance du patient. Et peut-être un autre sujet, je me permets d'élargir la question de Cécile et celle d'Éléonore, c'est qu'à un moment, on parlait y compris d'un tabou, mais qu'il faut bien évoquer, qui est comment est-ce que vis-à-vis des médecins en activité depuis un certain temps, on ouvre et on met en place peut-être des programmes qui ne sont pas si longs que ça, qui permettent d'ouvrir le regard vers quelque chose de complémentaire. Oui, il y a beaucoup de questions là en même temps, donc c'est ça. Moi, enfin, après, j'ai pas de solution à tout et je prétends pas apporter de solution à tout. Je pense qu'il faut, je pense que le cas, enfin, pour moi, il faut vraiment poser un cadre et après s'inscrire dans ce cadre-là. Dans le cadre du juste soin, effectivement,
l'éducation thérapeutique prend une place assez naturelle. Dans le juste soin tel que j'ai pu l'imaginer, effectivement, le médecin généraliste tient vraiment une place de stratège en santé. C'est-à-dire qu'il doit être en capacité, effectivement, au-delà du dépistage, au-delà du soin quotidien à apporter, de mettre ses patients sur une stratégie de mise en santé, sur la durée et sur une dynamique. Voilà. Et du coup, il doit avoir à disposition, il doit disposer dans son réseau, effectivement, soit d'équipes de gens formés à l'éducation thérapeutique, soit voilà, des infirmières, enfin, voilà, il y a toutes il y a des gens compétents en éducation thérapeutique qui peuvent tourner autour d'une stratégie, encore une fois, centrée sur le malade, c'est-à-dire sur un projet défini pour et avec le malade. Et je pense, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'offre de soins. C'est-à-dire que l'offre de soins, ça doit être un panel à disposition du coordinateur stratégique que devrait être, à mon avis, le médecin généraliste. Ça demande beaucoup de formation, ça demande de recaler certaines choses, ça demande probablement de repenser la formation. Alors, ça complique les choses. Je suis d'accord qu'il faut être pragmatique et qu'on attend des réponses. Je pense qu'il faut se donner aussi le temps de construire quelque chose. Mais il me semble que dans l'offre de soins, effectivement, doit exister cette capacité de faire de l'éducation thérapeutique au sens dynamique du terme. Et bon, voilà, un patient, un médecin traitant qui prend en charge un diabète, par exemple, effectivement, il peut se contenter de prescrire un peu de ceci ou de cela, et puis de voir le patient tous les mois pour represcrire. Voilà, c'est ce qui est fait aujourd'hui, on va dire ça. Après, il peut aussi s'inscrire dans un réseau, dans une dynamique, avec des gens autour de lui qui permettent de faire de l'éducation thérapeutique sans forcément que ce soit rentrer dans une filière d'éducation thérapeutique hospitalière qui a… Je ne veux pas trop parler, pardon. Pas du tout, c'était passionnant, mais j'en profite juste pour dire que je crois qu'Arnaud veut rebondir dès que tu auras terminé. Moi, j'aurais dit aussi. Ouais. Juste rajouter quelque chose de très intéressant, mais je pense aussi qu'il faut voir à quelle population on va s'adresser. On n'entend pas. On n'a pas entendu la question. C'est de définir la population à laquelle on s'adresse. Effectivement, en fonction des bassins de vie, en fonction de là où vivent les gens, l'éducation thérapeutique ne peut pas se penser. En fait, on le voit beaucoup ici, je trouve, par rapport aux patients qui ne vont pas forcément voir l'intérêt de l'éducation, qui, eux, vont consulter pour avoir un traitement, et consulter pour un traitement. On va leur parler. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas ouverts à ça. C'est le travail. L'approche culturelle de la maladie aussi. C'est exactement ça. C'est le travail du soignant. Enfin, pour moi, c'est de convaincre les gens qui ne veulent pas se faire aider. C'est un travail de soignant. C'est du travail médical. Enfin, ça prend du temps. Il faut s'asseoir et puis parler. Et voilà. Et donc, une consultation cadrée. C'est comme un pansement. Enfin, aujourd'hui, on a pris l'habitude, tel pansement, il doit être fait en 10 minutes ou 20 minutes, etc. Eh bien, oui, mais non, parce qu'en fait, le patient, il peut avoir mal, il peut avoir peur, il peut se poser plein de questions, et donc c'est un pansement autour d'un pansement, il peut se passer plein de choses. Et donc, dans l'acceptation d'un projet thérapeutique, il y a tout ce travail à faire. Et je pense qu'effectivement, le médecin généraliste a un rôle éminent à jouer. Je dis médecin généraliste, par exemple, hein, je sais pas, voilà, après, tout est ouvert, évidemment, mais que… effectivement, il y a des gens qui… pour moi, c'est les malades les plus intéressants. C'est-à-dire que le malade qui ne rentre pas dans ce qu'on lui propose, effectivement, il nous pose un challenge. Et du coup, c'est intéressant. Donc, effectivement, le patient qui a un BPCO et qui ne sait pas inhaler ses produits parce qu'il a des troubles cognitifs, soit on se dit, bon, bah, tant pis, il va pas souffrir de sa pneumopathie, soit on trouve des solutions. Et c'est là où ça devient génial. C'est-à-dire que là où on fait un vrai soin, de trouver des solutions pour le patient tel qu'il est, comment il est, sans forcément, effectivement, en refusant finalement le bon soin. C'est-à-dire de dire, bon, bah, voilà, ça se traite comme ça. Et si le patient ne peut pas être soigné de cette façon-là, bah, tant pis pour lui. Bah, non. Le soin, il doit trouver des solutions et travailler autour de cette dynamique. À mon idée. Arnaud, oui. Sans oublier la dimension psychique. Oui. Olivier, je voulais savoir si dans le cadre de ta vision, ton projet, ta redéfinition du juste soin, quelles interactions tu as eues avec syndicats, pouvoirs politiques, etc., pour essayer d'avancer, tu vois. Excuse-moi, c'est mon côté un peu terre-à-terre qui intervient. Tu
Où est-ce que tu en es? Je sais que tu as sorti un livre. Je crois que la sortie d'un livre peut permettre de changer le monde parfois. On le voit bien avec les EHPAD en métropole. Hein. Il y a un bouquin qui est sorti sur les EHPAD. Derrière, il y a un grand mouvement qui est lancé sur la réhumanisation des EHPAD. Est-ce que toi, tu as été un peu en interface avec politique, etc., syndicats? Est-ce que tu as eu du soutien? Est-ce qu'on t'a envoyé… Alors, je vais être honnête avec toi. Ça fait 20 ans que je suis sur le territoire. Mettons que ça fait 10 ans que j'ai pensé un petit peu à ces solutions-là et que je les ai proposées à droite, à gauche. J'ai vu à peu près tous les politiques de Calédonie, les uns après les autres, avec un succès plus que mitigé. Je pense que ça fait peur, que c'est trop vaste. En même temps, voilà, si on veut changer un cadre, voilà. Donc, j'ai essayé, oui, j'ai vu plusieurs personnes. J'ai été président de l'association de santé publique pendant quelques années ici en Calédonie. J'ai essayé de bouger, de voir du monde. Bon, j'ai créé quelques associations dans lesquelles on a pu faire des choses autour des soins palliatifs ou le vivre ensemble pour les familles, etc. Bon. Mais voilà, je me suis buté à un mur de… voilà, le cadre, il est ce qu'il est, et donc changer le cadre, c'est vraiment un effort colossal, à la fois intellectuel et pratique. Ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail. Il y en a probablement pour 5 à 10 ans. Ça manque de volonté politique. Donc, pour te répondre franchement, je me suis un peu cassé les dents. Bon, c'est aussi pour ça que j'avais un peu hésité à intervenir. Je m'étais, voilà, tu sais, des fois, on est un petit peu lassé, mais tu m'as redonné un peu de boost. Alors, voilà, je suis là. Et en fait, j'ai un peu écrit le bouquin en me disant, bon, bah voilà, j'avais des idées, je les pose là, et puis ceux qui voudront les prendront, qui s'en servent. C'était bon. Je ne vais pas dire mon testament professionnel, parce que j'ai encore quelques années à travailler, mais c'était un peu ça quand même. Voilà. Donc, voilà, franchement, c'était ça. Moi, j'ai toujours pensé que la Calédonie était vraiment le territoire idéal pour proposer une vraie rupture et un vrai changement qui aurait pu être proposé ensuite pour la métropole ou même dans d'autres pays. Alors justement, Olivier, je voulais te demander, tu parles de contact avec des autorités locales. Tu n'as pas essayé de contacter nos tutelles en métropole? Alors si, j'ai essayé plusieurs fois d'aller au ministère de la Santé. Voilà, je suis jamais qu'un kidam, donc voilà, j'ai envoyé des lettres, j'ai envoyé des courriers, des mails, j'ai eu quelques contacts. Bon, après, voilà, j'avais un petit réseau avant dans le nord de la France. Voilà, j'ai essayé quelque chose, mais bon, ça n'a jamais donné… Enfin, j'ai jamais eu de retour très constructif, pour moi. J'ai eu des écoutes, il y a des gens qui m'ont donné des idées, j'ai travaillé avec certaines personnes, mais voilà, ça n'a jamais débouché sur quelque chose de concret en disant « chiche, on y va ». Merci pour ce petit clin d'œil. Je vous embrasse et je vous laisse. Le devoir m'appelle et donc je vais vous laisser conclure entre vous. Je ne pourrai pas rester à la conclusion. Il faut que j'aille endormir un patient. Merci beaucoup, Olivier et Julie. C'était top. Merci, Nicolas, de coordonner tout ça. C'est vraiment merveilleux, fantastique. Vous étiez en direct sur la page Facebook Live. Ça va être enregistré. Ce sera mis sur la chaîne YouTube. Donc, on pourra vous réécouter encore. Super. Je vous laisse. À très vite. Merci. Grand merci et à très vite. Et il nous reste encore quelques minutes. Et notamment, je te voyais réagir à certains points du débat, Julie. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui résonnaient, sur lesquelles tu avais envie de nous interpeller à nouveau. Pas spécialement, mais c'est vrai que dans notre domaine d'activité, qui est celui de l'obstétrique, tout ce qui va être prévention, éducation, à notre niveau de sage-femme, ça commence dès la vie intra-utérine, j'ai envie de te dire. Et qu'après, avec toutes nos consultations de suivi de l'enfant jusqu'à 2 ans, l'approche de l'alimentation, la prévention du diabète, tout ce qui s'ensuit, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Après, il y a certaines cultures, certaines personnes chez qui ça résonne, ici particulièrement, d'autres pas du tout. Et encore une fois, c'est aussi le problème c'est ma vision de la chose. Depuis quelques années que j'ai fait une nouvelle formation qui était particulièrement passionnante sur l'accompagnement psychique, qui était vraiment lié aux peurs de la grossesse. Mais pour le coup, si tu te dis finalement, tu ne peux pas traiter un patient, une pathologie, un organe. Tu ne peux pas avoir que la composante physique et médicale pure sans prendre l'ensemble de la composante psychique et familiale et tout ce qui va autour du patient. D'ailleurs, mais ça, je ne suis pas sûre qu'on soit formé de nos études, en fait. Tu vois. J'allais te répondre de manière provocante là-dessus, c'est-à-dire qu'on sent de plus en plus de soignants
qui, pour des questions personnelles, soit en tant que client, soit en tant qu'apprenant, se retournent vers des disciplines santé, bien-être, apprennent de nouvelles disciplines. Et on entend en parallèle très, très fortement l'idée de se dire, mais où est-ce qu'on peut trouver des formations complémentaires et des éléments sérieux pour aller de l'avant vers cette approche plus globale et peut-être moins une approche de multispécialiste en tranche de millefeuille, mais plus indisciplinée et plus indisciplinaire. Non, mais je pense que c'est un grand manque. Alors, bon, pour les études de sage-femme, je le sais moins, mais pour les études de médecine, c'est un des grands drames des études de médecine. C'est qu'en fait, les étudiants, on les forme dans des services spécialisés. C'est-à-dire qu'en fait, on est interne dans un service de cardio, quelquefois de rythmologie. Bon, voilà, bon, donc, en fait, quand on sort de nos études, finalement, on a quelques tranches de spécialité, on est capable de maîtriser certaines pathologies pointues qu'on ne verra jamais dans notre, ou très rarement dans notre pratique quotidienne. Et donc, c'est un vrai problème de formation. Donc, on a réellement, bon, voilà, on a fait une spécialité de médecin généraliste, mais on sent bien que c'est un petit peu bancal. Bon, voilà, les stages chez le généraliste, ça emmène un certain progrès, mais voilà, il se trouve que les étudiants sont utilisés dans les hôpitaux pour, bon, voilà, pour faire le travail dans beaucoup d'hôpitaux, et donc ils sont formés en fait dans un système qui est extrêmement pyramidal. Voilà, on a construit quelque chose de pyramidal où effectivement les services pointus, bien réputés, où on a une réputation sociale et où on est bien payé, finalement, c'est les services où on fait de la santé très particulière. C'est-à-dire on voit des patients hyper sélectionnés, monopathologiques, sur lesquels on va faire une recherche pointue. Et puis le savoir redescend après sur cette vision finalement trop pointue qui se noie dans la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, voilà, si on traite qu'un problème de rythmologie dans le cœur et qu'on est très fort là-dedans, ben, on ne sait pas faire le reste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se rendre compte que quand il y a une marche qui sépare le toilette du salon et qu'on a de l'arthrose, et ben, on est incontinent. Voilà. Donc, rien que ça, ben, ça, c'est un travail de... Donc, on ne sait pas faire. Donc, il faut quelqu'un qui soit capable de faire de la rythmologie. Ça, c'est indispensable. À la limite, mais est-ce qu'il faut faire autant d'études pour être rythmologue? Je ne sais pas. Enfin, voilà, mais il en faut. Mais il faut surtout des gens qui fassent du suivi accompagnement et qui soient capables d'adresser au rythmologue, d'avoir un retour de rythmologue et puis de temporiser tout ça, tous les soins, en fonction de la réalité de la vie. Voilà. Je rejoins ce que tu dis, à savoir qu'effectivement, la prise en charge côté psychique des patients, on le retrouve, je pense, dans toutes les spécialités. Pas que les médecins, même en tant que sage-femme, dans nos écoles, on ne nous apprend pas sur ce genre de choses, ou en tout cas très peu. On a l'impression que ça n'a pas tant d'importance que ça, et effectivement, j'ai cette impression qu'on cherche à faire sortir des soignants qui vont être pointus sur des pathologies, des super soignants techniciens ou autres, et oublier effectivement la personne humaine. L'accompagnement. Et je pense qu'il faut régler le problème à la base, c'est les écoles. C'est mettre en place plus de cours, plus de formation sur le côté psychique, psychologique du patient. Oui, mais au-delà de la psychologie, c'est de l'ensemble des pathologies possibles et imaginables. Effectivement, la personne dans sa globalité, bon, voilà, c'est un mot. Voilà. Alors après, moi qui fais de la gériatrie, j'ai appris à faire de la globalité. Hein. Donc, la globalité, c'est aussi quelque chose dont il faut se méfier. Parce qu'il y a une globalité totalisante. Et donc, on a quelqu'un aujourd'hui, il y a beaucoup de services de gériatrie qui fonctionnent comme ça, où effectivement, on fait tout. Alors, on passe en revue tous les problèmes les uns à côté des autres et il faut tout faire. On fait du total. C'est-à-dire que, et finalement, après, on se retrouve avec plein de problèmes qu'on ne sait pas hiérarchiser, qu'on ne sait pas traiter. Voilà. Alors, on sait le faire, mais il faut revenir aux patients. Et en fait, on fait du coup de la globalité compréhensive. Et de faire de la globalité compréhensive, c'est effectivement revenir au patient, à son projet et à son futur et le construire avec lui. Mais je pense que tu as raison, il y a un gros problème de formation. Et je pense que l'organisation, alors moi, je ne veux pas accuser les administratifs, je pense qu'ils font un boulot difficile dans des conditions eux aussi extrêmement difficiles, je pense qu'ils ne sont pas responsables. Mais ce qu'on aime bien dans le fonctionnement aujourd'hui, c'est-à-dire que le système est construit pour que le meilleur des soignants, c'est le soignant qu'on peut
mettre à droite, à gauche, qui soient interchangeables d'un service à l'autre et qui fassent du soin pratique. C'est-à-dire qu'on estime qu'une infirmière, qu'elle soit en cardiologie ou dans chirurgie, finalement, c'est pareil pour elle, etc. Donc, en plus de ça, on casse les équipes, on casse des dynamiques d'équipe, et on sait tous que voilà, des spécialistes dans une équipe, ça ne fait pas une équipe spécialiste. Donc, on casse. Aujourd'hui, on est en train de casser un système qui fonctionnait vraiment bien parce qu'on n'arrive pas à changer, en fait, à s'adapter à la réalité des choses. Et parce que je pense aussi qu'on nous demande un certain rendement. Et je pense que c'est ça qui vraiment fait aussi Bien sûr. qu'on perd la présence humaine du patient. Bien sûr. On a aussi une question qui revient très très souvent, c'est celle de la reconnaissance et de la gratification. Puisque au final, sur les 3 dernières années, avant, on ne savait pas qu'il y avait des gens essentiels et pas essentiels. On a appris qu'il y avait certaines définitions de qui était essentiel, qui n'était pas, et que les définitions n'étaient pas consensuelles. Mais comment est-ce qu'on arrive aussi, j'allais dire, à avoir ce regard et cette notion de reconnaissance, de gratification et de récompense qui correspond au modèle de la santé que finalement, à travers les questions, les interventions, on est en train plus ou moins de décrire. Moi, je pense que la reconnaissance et oui, la reconnaissance, le salaire, enfin, ça ne peut venir qu'après une redéfinition de l'offre de soins. C'est-à-dire que chacun doit trouver une place qui lui convienne et pour laquelle il est justement rétribué. La reconnaissance, après, on peut faire des tas de discours sur la reconnaissance, mais la reconnaissance, c'est quand même le salaire, enfin, en tout cas, l'argent qu'on gagne et le temps qu'on y passe. Aujourd'hui, on peut critiquer les médecins généralistes de la façon dont ils travaillent aujourd'hui, par exemple. C'est facile, mais en vérité, ils font le travail pour lequel ils sont payés, tout simplement. Voilà, ils sont plus... Et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Je pense qu'à partir du moment où on vous donne un salaire pour effectuer une tâche sous un forme de tâcheronnage, puisque c'est de ça qu'on nous demande le plus souvent actuellement, et on tâcheronne. Et quand on tâcheronne, on fait ses heures, et puis quand on a fini ses heures, on s'en va. Et c'est ça qui se passe progressivement. Et il y en a qui effectivement, ça heurte tellement notre façon de penser, de faire, et quand finalement on quitte la profession. Les gens s'en vont à cause de ça. Donc, mais voilà, je pense que ce serait idiot, en tout cas pas très productif, d'augmenter des salaires. Et puis voilà, je pense qu'on aurait tort. Enfin, ce sera déjà pas mal. Hein. On fait, au final, ça pourrait être pas mal. mais ça ne résoudra pas le problème, en tout cas. Je pense que si on ne redéfinit pas l'offre de soins vraiment et que chacun y trouve sa place, on s'en sortira. La reconnaissance, elle va avec le salaire, oui, mais avec les conditions de travail, de toute manière. Oui, bien sûr. Ça va avec l'organisation du soin et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que l'offre de soins… Tu peux me payer 5 000 €, je ne fais plus des gardes à me suivre 6 femmes au travail toute seule, c'est pas possible. Oui, non, mais oui, il y a aussi la possibilité de travailler. On est d'accord. Les conditions de travail, on a des conditions de travail pas toujours faciles, mais le plus pénible, je trouve, ce qui nous heurte le plus, c'est qu'on ne sait pas travailler. C'est-à-dire qu'on doit lutter pour bien travailler. Il y a des tas d'exemples. Moi, j'ai quand même écouté pas mal ce qui s'est passé. Enfin, voilà, quand il faut aller chercher un électro 3 étages plus haut parce que celui-là qu'on a, il est cassé, quand il faut réclamer et remplir 3 papiers pour avoir un crayon, bon, voilà, on le vit tous. On le vit tous, absolument. Et donc, en fait, pour pouvoir travailler, on doit lutter pour pouvoir travailler. Et donc, ça use forcément. Enfin, donc ça, effectivement, c'est au-delà de la rémunération. Mais si on veut vraiment que le système aille mieux, je pense qu'il faut vraiment redéfinir l'offre de soins, globalement. Et qu'est-ce que les urgences? Pourquoi il n'y a pas de centre avec des soins cadencés? Bon, voilà, les gens, aujourd'hui, ils vont aux urgences parce qu'ils ont à la fois ils ont un médecin, ils ont une radio, ils ont le retour du médecin, ils ont leurs médicaments, ils sortent, ils ont réglé leurs problèmes, ils sont rassurés. Voilà, on ne peut pas leur reprocher d'aller aux urgences pour ça. Après, c'est peut-être utopiste ce que je vais dire, mais est-ce que les réformes du système de santé calédonien devraient arriver parce que de toute façon, ils n'ont plus le choix? Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement j'aimerais bien. Tout ça autour de Docamo. J'aimerais bien. Docamo, moi, enfin, voilà, je pense que Docamo, ça contient. Toute l'intention est bonne. Moi, Docamo, je claque des mains. C'est très bien, Docamo. Sauf que personne ne dit comment on fait. Voilà, après on dit on va changer la gouvernance, très bien, mais en fait on maintient, comme en métropole, le principe organisateur. Et le principe organisateur,
Voilà, c'est ce qui pose problème. Bon, je l'ai décrit tout à l'heure, c'est la pertinence normative. Et donc, tant qu'on restera sur la pertinence normative, en fait, ça ne peut pas changer. C'est-à-dire qu'on a un processus bureaucratique qui se met en place immédiatement et qui reproduit ce dont on souffre tous. Et donc, je pense que c'est là le cœur du projet. Et Docamo ne pourra exister réellement que si on change et si on met un stop à la pertinence normative. C'est-à-dire au choix de la norme comme définition de pertinence. De toute façon, on le voit, Docamo a été accouché il y a quelques années. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Alors qu'à l'époque, du coup, les professionnels de santé, en tout cas en Calédonie, avaient été très sollicités. Oui, et beaucoup de gens avaient travaillé. Enfin, c'était un beau projet. Enfin, c'était très bien fait. Les portes, en tout cas en Calédonie, ont été complètement fermées après aux professionnels de santé. Et puis au moment où il a fallu, entre guillemets, réellement accoucher de Docamo, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de professionnels de santé, en tout cas dans la discussion. Donc, au final, on a accouché de rien et il n'y a pas trouvé la fin. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous a poussé à ouvrir et à proposer quelque chose aussi à Nouméa, c'est qu'on a eu l'impression qu'il y avait énormément d'attentes dans les groupes de travail, dans la manière effectivement dont Docamo s'est installé, et au final énormément de frustration par rapport à la sensation actuelle et au fait de ne pas avoir pu passer de la préfiguration à l'action. Comme avec le Ségur, j'ai envie de te dire. Même frustration, non? Et par contre, je crois que dans ton ouvrage, tu dis à quel point, au final, à partir du moment où on est convaincu de bouger, il faut y aller d'un coup, mais on ne peut pas y aller par la demi-mesure. Non, je pense pour moi, oui, non, je pense qu'on ne peut pas y arriver par demi-mesure. C'est malheureusement ce qu'on fait beaucoup, et en fait, ça gâche les bonnes idées. Voilà. On prend le dossier de soins, si on le prend tout seul, sans avoir réfléchi à l'offre de soins et la façon de travailler, en fait, ça gâche, c'est gâché. Enfin, toutes les bonnes idées qu'il y a pu y avoir, parce qu'il y en a eu beaucoup, en fait, on les prend séparément les unes des autres sans avoir de cohésion, et finalement, elles sont gâchées les unes après les autres. Donc, moi, je pense que la bonne méthode, c'est de poser un cadre nouveau, et qu'effectivement, chacun puisse, dans ce cadre-là, trouver sa place, trouver son envie, trouver sa façon de travailler, et en ajustant chacun. Donc, je vois ça comme quelque chose de dynamique. C'est-à-dire, je ne me vois pas, enfin voilà, ce n'est pas le juste soin qu'on viendrait poser là et puis tout le monde est content. C'est vraiment quelque chose de dynamique, un nouveau cadre, une nouvelle façon de penser le soin, dans lequel chacun est invité à trouver sa place, sa juste place, en fonction de son envie, en fonction de ses appétences, en fonction de voilà. C'est parfait parce que le mot à la fois de conclusion, l'inspiration et la portée semblaient parfaits là, donc je vais me taire. Et si, Julie, tu souhaites conclure, du coup. Moi, conclure? Ah non, c'est gentil, j'ai pas de… Vas-y, je t'en prie. Mais ça serait très prétentieux à ce stade de conclure ce débat à la fois par rapport à vous qui êtes dans la salle et puis à celles et ceux qui nous a suivis à distance, d'une quelconque manière que ce soit. L'impression que j'en retiens, c'est que vraiment, il faut qu'on multiplie ces auditions et que ce vrai Ségur de la santé soit aussi une manière de montrer à quel point les solutions, on les a, elles se font, il faut y aller. Et au final, peut-être que dans le régime transitoire, ça peut coûter un peu plus, mais surtout, c'est une telle transformation qui est nécessaire que ça nous donnera l'énergie d'y aller à fond et que ça nous donnera aussi les moyens d'y aller maintenant et d'y aller concrètement. Si ça peut se faire à l'échelle de la Calédonie, c'est très bien. S'il faut encore aller à un autre niveau de granularité pour trouver et montrer que ça marche, ça peut se faire. Si ça peut être inspirant pour ceux qui nous écoutaient à Paris, à Bordeaux, à Mayotte ou à Strasbourg, c'est très bien. Mais on a vraiment l'impression de la nécessité d'avoir ce socle et ce passage à l'eau où on est en interaction avec les administratifs, on est en interaction avec les politiques. Il y a une société qui est quand même en attente de quelque chose et il va falloir faire le on y va que tu l'écrivais à l'instant. Allons-y, tous. Merci à toutes et à tous. Merci. Bon déjeuner pour les Parisiens, bon dîner pour Nouméa et à très vite.